Alors, vous venez du documentaire et votre premier long métrage, c'était un faux docu teinté de fantastique. Pourquoi est-ce que vous êtes mise à la science-fiction avec Planète B? Alors c'est une question avec plusieurs entrées. La première, je pense qu'elle vient juste d'être moi-même une grande lectrice de science-fiction et aussi amatrice de films de science-fiction. Et en évoluant, en avançant dans la vie, avec cette conscience quand même que tout ça venait tout le temps des États-Unis, des imaginaires principalement, en tout cas américains, un peu asiatiques, mais très très peu des films de genre, en tout cas de science-fiction politique. Et l'envie d'essayer de m'y attaquer avec cette conscience que si on le faisait pas, c'est pas parce qu'on est bête ou qu'on sait pas le faire ou quoi, c'est que on n'a pas les mêmes budgets en fait. Et comment trouver un film, une histoire qui permette de tenir dans un budget qui n'a rien du tout de comparable avec un film américain. Et ça m'a mis peut-être tout ce temps, tout ce processus et d'accompagnement aussi, de trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Une boîte de prod qui y croit, une productrice qui y croit, et des soutiens. Et je pense une évolution aussi probablement de la mentalité. Ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, je crois que c'est aussi l'instabilité ou la difficulté à parler aujourd'hui du présent tel qu'il est. Une instabilité très forte du monde et de l'avenir qui donne tellement envie de faire un pas de côté avec cette réalité et de l'aborder par un autre biais, par le biais du genre, qui est, je trouve en tout cas, et qui a toujours été le cas même avant l'époque qu'on est en train de traverser, a toujours été pour moi, la SF, un endroit magnifique pour réfléchir justement de manière réflexive à ce qu'on traverse aujourd'hui et maintenant. Mais toujours avec ce regret quand même que ça soit si rarement porté par des personnages féminins. Et je pense que tout ça a germé avec le temps et est devenu une évidence. Et à partir de là, voilà, je me suis lancée. Et c'est facile de produire un film de SF en France? Franchement, je serais bien embêtée de parler au-delà de ma propre expérience. Je pense que c'est quand même... pour les raisons évoquées tout à l'heure, quand même quelque chose de... si c'est rare, j'imagine que c'est compliqué. Mais il s'avère qu'ici, on a été comprise avec ce film. On n'a pas tellement... Alors évidemment, on a essuyé des gens qui ne comprennent pas du tout, comme on essuiera ça aussi quand le film sortira. Il y a des gens dont c'est pas du tout... Enfin, en tout cas, c'est un peu comme la bande dessinée à une certaine époque. C'était toujours considéré comme un sous-genre, le truc de, je sais pas, pour les geeks ou les gens... L'ASF, c'est un peu la même chose, alors qu'en réalité, je suis assez convaincue que plein de gens qui se sont persuadés que ça n'est pas leur truc, ça pourrait l'être. Il suffirait d'avoir la curiosité d'ouvrir la porte de la salle de cinéma. Donc non, je pense que c'est pas d'une évidence absolue. Je pense que ça nous a demandé de beaucoup accompagner le film, d'accompagner le scénario, on va dire, pour convaincre les gens que ça avait un sens, et surtout de réfléchir très fortement. Et ça, c'est assez beau de faire ça. En tout cas, ça a été le cas avec Planète B. C'est d'appuyer le scénario avec un casting le plus réjouissant possible, on va dire, qui donne le plus envie possible. Et à côté de ça, tout un dossier visuel qu'on a composé. Qui a été presque un travail aussi minutieux et aussi long que celui d'écrire le scénario, c'est de travailler l'image. Et en ce sens, ça a demandé tout ça, mais ça a été possible et pas dans un temps si long. C'est un film, le processus entier du film a mis 4 ans. Entre le premier mot du scénario écrit au film fini. Alors l'idée originale du film, c'est d'imaginer cette prison virtuelle où les détenus sont victimes de tortures psychologiques et livrés à leur propre paranoïa. Ça vient d'où cette idée? Je pense que ça vient de la rencontre avec un décor, pour être tout à fait honnête. Qui est dans lequel j'ai atterri par hasard en fuyant le festival de Cannes où j'avais présenté mon premier long. Et je cherchais à prendre l'air. Et j'ai atterri là complètement par hasard. Et le lieu était tellement étrange. Et j'étais seule dans cette espèce d'hôtel qui était à la fois super beau, à la fois super étrange. Et je sais pas pourquoi, on était là-bas avec ma productrice. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça ferait de se réveiller ici et de ne pas savoir comment on a atterri là, quoi. Ça donnait vraiment ce sentiment. Et c'est devenu le point de départ de cette histoire. Et à partir de là... est né, je pense que c'était aussi l'époque des Gilets jaunes, le début de l'écriture, et de tous ces gens qui perdaient des yeux, des tirs de flashball dans les yeux. Et il y avait cette envie de raconter, tout d'un coup de s'imaginer, tiens, et si cette personne qui se réveille dans cet endroit qu'elle connaît pas, elle sait pas comment elle a atterri là, et si elle en était prisonnière de cet endroit, qu'est-ce que ça raconterait? Et soudain, pierre par pierre,
est arrivé. Au début, une histoire qui aurait pu ressembler à Lost ou à un escape game est devenue une histoire qui s'est politisée, on va dire, et qui s'est étoffée pour en arriver petit à petit, de manière très empirique, au film tel qu'il est. Alors, Le Monde de Planète B, ça dépeint une société française qui est tiraillée entre militantisme climatique et répression impitoyable. On pense évidemment aux événements de Sainte-Soline qui ont eu lieu l'an dernier, où d'ailleurs est employé le mot écoterrorisme par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous aviez pressenti ce qui allait arriver au moment de l'écriture du film ? En fait, complètement pressenti, ne serait parce que j'ai grandi tout près de Sainte-Soline, que ce sont mes amis, qui sont beaucoup de mes amis d'enfance qui sont restés sur le territoire en Charente-Maritime, en Vendée, et ont été très actifs et sur Sainte-Soline et sur Notre-Dame-des-Landes. Mais ce qui s'est passé à Sainte-Soline, les gens le vivaient déjà à Notre-Dame-des-Landes. Et par ailleurs, je pense que je suis de la génération qui a vu émerger Greta Thunberg et tout un tas de militants écologistes dont au mieux on se moque, mais que partout on criminalise. Et que je pense que quand j'ai réalisé qu'en France, les deux types de populations les plus surveillées par les services de l'État étaient les djihadistes et les militants écologistes, ça m'a paru fou. Je me suis demandé comment on pouvait mettre tout ce monde-là sur le même... et effectivement, l'utilisation... aujourd'hui en France ou aux États-Unis, de la criminalisation des militants écologistes en appuyant sur le mot terroriste, c'est dangereux, c'est inquiétant, ça nous pose des questions à tous. Je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord sur plein de causes dans le monde et je ne ferai jamais de prosélytisme autre que celui de l'écologie, celle d'essayer de penser un monde dans lequel on puisse respirer de l'air, boire de l'eau, protéger l'environnement, les territoires sur lesquels on vit. Je pense que c'est une cause qui devrait tous nous mettre d'accord, quoi. La santé, notre santé, celle de nos enfants. Et ça me paraît effectivement fou, cette criminalisation, et que ça a été le point de départ pour créer le personnage joué par Adèle Exarchopoulos dans ce film. Et puis en face, la rencontre avec une autre thématique tout aussi violente et questionnante, qui est celle du traitement qu'on réserve aux personnes en situation d'exil, quand on sait qu'on est censé protéger tout un tas de gens éligibles au droit d'asile, des gens qui sont menacés de mort dans leur propre pays. Et en l'occurrence, ici, dans ce film, une journaliste irakienne. C'est deux sujets, en tout cas, très forts pour moi et que j'avais envie de faire se rencontrer. Le Monde de Planète B, vous le présentez comme une dystopie, mais n'y sommes-nous pas déjà ? Quand on prend par exemple les déclarations du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, selon qui l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. En fait, franchement, ça fait depuis un certain nombre d'années qu'on a tous l'impression de vivre dans quelque chose qui glisse, en fait, très fort, de vivre des événements... s'ils étaient tout seuls, si on n'avait vécu que le Covid de manière isolée. Mais en fait, on enchaîne des choses qui se tendent très fortes jusqu'au discours politique que vous citez, qui paraissent surréalistes. Je pense que la personne que je suis, ou que j'étais en 2005, on va dire, c'est d'allumer la radio. Aujourd'hui, le 30 septembre 2024, hallucinerait, aurait l'impression que c'est pas du tout vrai, en fait, ce qu'on entend là. Et... En fait, je pense que déjà, en soi, c'est hyper compliqué de prédire l'avenir. Je pense et j'ai cru pendant longtemps qu'on pourrait plus faire de dystopie, on pourrait plus faire de films futuristes et tout ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'a réconciliée avec cette idée-là et qui est très à l'œuvre dans Planète B et qui m'a servi de boussole. C'est qu'en tout cas, il y a une chose qui est certaine et qui est valable à tous les coups quand on veut penser à l'avenir. C'est que les problèmes ou les crises qui se posent aujourd'hui, si on n'essaye pas de les résoudre, et il n'y a pas de volonté de les résoudre, ou s'il y a une volonté mais qu'on n'y arrive pas, on est assez certain que ces problèmes et ces crises, on va les retrouver de manière plus... c'est l'effet de la boule de neige, quoi. On les retrouvera de manière pire dans les années qui viennent. Et ça... partir de là, je ne sais pas si c'est dystopique ou si c'est juste futuriste ou si c'est juste réaliste ou pessimiste, mais en tout cas, je crois très fort à ça. Que devrait raconter la SF d'aujourd'hui, d'après vous ? S'en définit des grandes épopées spatiales qui faisaient rêver ? Non, je pense que tout est possible. On peut tout raconter. Enfin, je pense que tout a encore de valeur à être raconté. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on a cherché une planète B dans le système solaire pendant des décennies, que ce soit dans la recherche aérospatiale ou dans le cinéma. Et que le fait est que la seule planète B qu'on ait créée jusqu'ici, c'est la planète virtuelle, et que celle-ci, elle est juste là, bien là devant nous, et que c'est celle-ci que j'avais envie d'explorer cette fois-là. Par contre, je pense que tous les récits qui nous déplacent seront toujours utiles. Le film pose la question du jusqu'au-boutisme militant quand l'autorité ne cède pas, et des conséquences de son engagement. Quelle est votre réponse à cette question ?
En fait, je pense que c'est surtout ma réponse, je ne sais pas si elle a beaucoup d'importance, mais la question est super importante. Elle se pose à chacun d'entre nous. Je pense qu'on a glorifié, et on continue de glorifier à raison, les gens qui ont résisté au régime nazi. Et pourtant qui ont fait pour résister des choses interdites. Ils ont saboté, ils ont parfois dû tuer, ils ont dû parfois faire des choses totalement illégales. Il en demeure que l'histoire les retiendra comme des héros et des gens qui ont sauvé la France, l'Europe de l'enfer. Ce qui est valable pour les résistants de 1939-1945 ne l'est visiblement pas du tout quand on parle d'écologie et de gens qui essaient de sauver le vivant. Je ne sais pas comment l'histoire les retiendra, je ne sais pas comment on parlera de ces gens-là, comment on parlera des gens qui ont fait de la désobéissance civile, qui ont saboté, qui ont tenté d'alerter. Je ne sais pas si on les retiendra comme des résistants de 39-45, mais en tout cas les mêmes questions se posent. C'est-à-dire que si on avait appliqué la loi pure et dure sur les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on n'aurait sauvé personne. Il ne se serait rien passé à part du nazisme. Du coup, je suis très partagée parce que je suis profondément pacifiste. Et j'ai plutôt envie de croire en démocratie à la loi, parce que je pense qu'elle nous protège et que c'est ça qui crée le vivre ensemble. Mais quand on est gouverné de plus en plus par des politiques extrêmes, des discours extrêmes, ceux que vous citiez tout à l'heure, jusqu'à quel point on devient... jusqu'à quel point on est censé respecter ça, jusqu'à quel point c'est humain de maltraiter des migrants, des êtres humains, jusqu'à quel point c'est OK de laisser... bon, si la loi ne nous protège plus, est-ce qu'on doit continuer de la respecter? C'est une question fondamentale qui va se poser à chacun d'entre nous, d'autant plus, et aux générations qui viennent. Alors, terminons avec une question un peu plus légère. Cool, une comédie. Quelle était l'ambiance sur le tournage d'un film aussi sérieux? Hyper chouette. Franchement, très chouette. Je pense que c'était et une équipe d'acteurs et une équipe devant, on va dire derrière et devant le cadre. Et je le dis pas par politesse, quoi, ou pour essayer de rendre les choses cool et sympas. Vraiment, j'ai eu la chance de travailler dans un climat d'extrême bienveillance. Et je pense aussi pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire la rareté des propositions de science-fiction qui excitait beaucoup l'équipe technique. Et ça, c'était génial. Et de l'autre côté, des acteurs qui pouvaient passer dans différents genres dans ce film. Il y a un pied dans l'horreur, qui est un truc marrant à jouer, en vrai. C'est hyper drôle. J'aimerais beaucoup faire un film d'horreur bien assumé. C'est très drôle à faire. Voilà, les litres de faux sang déversés, qu'un côté dramatique. Enfin, il y avait comme ça quelque chose de... et surtout, on a vécu un tournage avec peu d'acteurs et très en groupe. De gens qui se sont follement bien entendus. Et ça, c'était très agréable pour moi. Et je crois qu'aussi, un film générationnel, on était assez jeunes sur le plateau, on va dire, un plateau avec beaucoup de gens. L'essentiel des gens avaient moins de 35 ans. Et des gens de tous les horizons, une grande diversité devant et derrière la caméra. Et je crois que ça, c'est super précieux. Voilà. Et je pense que beaucoup de... Je sais pas, c'est presque chiant de raconter ce tournage parce qu'il ne s'est rien passé de grave ou de compliqué. Voilà, j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir un tournage bienveillant. Enfin, voilà, bref, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. J'ai une pensée qui m'a traversée, puis elle m'a échappé. Elle est partie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.